Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle Earth SBG France pour ce nouvel épisode de Constituez-moi une armée digne. Et on continue sur notre lancée d'analyse des listes pour l'ETC. Et j'accueille aujourd'hui Corentin. Salut à tous. Il va venir me remplacer pour faire l'analyse des équipes 3. Cette année, c'est une année un peu particulière parce qu'on a réussi à avoir une troisième équipe pour l'ETC. Donc Corentin va prendre, entre guillemets, pour cette vidéo, le rôle de capitaine. Donc est-ce que tu peux nous présenter la fameuse équipe 3? La fameuse équipe 3, donc elle est composée de 4 personnes. Il y a PA, ici présent. Romain, qui est issu du tournoi de qualification. ETC qui a été organisé début février pour définir la 4e personne de l'équipe. Joachim, qui est un joueur habituel des tournois en France. Et puis moi-même. Donc, deux anciens du capitaine par intérim. Voilà, PA et moi étant anciens de l'équipe 1 et puis moi l'équipe 2 pour l'épisode 2019. Un bon niveau pour cette équipe également. Donc on arrive quand même à amener 3 équipes confirmées. Confirmées et compétitifs. C'est ça. Avant de commencer du coup la revue des listes, est-ce que tu peux nous présenter les équipes qui nous accompagnent dans notre pool? Alors oui, notre pool, donc on a le luxe d'être dans la pool A. Donc on va être avec l'équipe d'Angleterre 1 qui est tenante du titre. Double tenante du titre. Un sacré morceau. Avec des joueurs plus que confirmés. L'Écosse 2, qu'on a déjà affronté par le passé. Donc, alors je sais plus si c'était à Poznan, à Cardiff. Et la World Team, là c'est un peu la roulette. Ouais. On connaît pas les joueurs qui sont dedans, donc ça va être... voilà, c'est ça. On va découvrir le jour même qu'est-ce qu'on a en face de nous. Donc après cette petite présentation de la poule, on va tout de suite attaquer par la présentation des listes. On commence tout de suite par la première liste qui est une armée pure issue de l'Isengard. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement s'il te plaît? Oui, donc c'est pour cette armée, donc on a en général Saruman sur cheval qui mène une grosse troupe de guerriers Uruk-hai avec un petit guerrier orc et un crébin pour la mobilité. En deuxième troupe, on a l'Urtz qui mène lui aussi donc une bonne petite troupe de Uruk-hai avec donc deux guerriers orcs, un chevaucheur warg et deux scouts Uruk-hai avec arc. Et en troisième troupe, donc on a Gorulf avec un bon nombre de guerriers Uruk-hai, un guerrier orc, un chevaucheur de warg et 2 scouts Uruk avec arc. Donc une armée quand même somme toute bien populeuse avec 44 figurines et assez rapide avec les 2 crébins et les chevaucheurs de warg, mais avec une menace assez impressionnante avec Saruman. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous présenter rapidement? Saruman, ouais, donc très bon magicien, 3 points de puissance, 6 points de volonté, plus 1 gratuit par tour, 3 points de destin. Il est sur cheval, donc il a beaucoup de mobilité. Avec des sorts à 18 pas. Avec des sorts à 18 pas, qui passent assez facilement. Il a une relance gratuite, donc c'est très intéressant. Et il a accessoirement dans sa poche un petit palantir. Pour rappel, donc le petit palantir qui permet d'avoir l'initiative automatique. Lors d'un tour. Voilà, lors d'un tour avant que les dés soient jetés. Donc un tour où il faut charger, ou alors un tour où il faut prendre un objectif, c'est très confortable. C'est clair. Puis en plus, là, on a quand même un nombre de figurines de 44. Donc qui permet d'être assez à l'aise sur les scénarios objectifs. Les scénarios de traversée ou de mouvement, avec 4 figurines, avec un mouvement de 10 ou 12, avec la règle vol, c'est quand même plutôt pas mal. Là où il va peut-être plus galérer, ça va être des scénarios où ça joue fond de table s'il y a du tir en face, ou si le général doit faire des paires sur Contest of Champions, Saruman va pouvoir faire des paires parce qu'il est quand même à cheval, mais bon, c'est pas non plus un taurin, un Elendil ou... C'est pas un héros qui va faire beaucoup de morts au combat, quoi, clairement. C'est pas lui qui va faire des différences au combat, il va désorganiser. Après, la force de l'armée, c'est qu'il est quasiment full force 4, quoi. Donc ça tape fort. Combat 4 aussi, pour la majeure partie. De la bravoure 3, pour des guerriers du Mol, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Plus quelques berserkers. Quelques berserkers et un petit peu de mobilité, donc avec les wargs. Pour créer des menaces sur les côtés et surtout les crébins qui ont la règle vol, ils ont 4 PV et on les touche que sur du 6 au tir. C'est vraiment confortable ça aussi pour des scénarios de traversée ou pour aller dans le dos de l'adversaire. C'est compliqué à attraper. Saruman aura vraiment un rôle clé dans cette armée pour faire fonctionner les 2 héros à côté qui sont Lurtz et Gorulf, qui sont aussi 2 bons héros combattants, chacun 3 attaques.
Combat 5, force 5, des actions héroïques pour augmenter la force ou le combat, mais ils vont être quand même assez vite limités s'ils affrontent des gros héros adverses, alors, un Boromir ou des héros combat 6 comme ça. Là, Saruman sera important pour pouvoir apporter une paralysie ou un impact magique pour mettre les héros à terre, etc. pour permettre aux deux autres de pouvoir s'exprimer plus facilement au combat. Et le choix des deux héros, donc Gorulf qui permet d'avoir une résistance, enfin une défense héroïque face au héros Kratos, donc on peut l'emmener de façon assez safe sur un héros pour l'occuper, donc c'est plutôt intéressant. Il a force 5, il peut tailler, donc ça peut l'emmener à force 6, donc c'est quand même pas mal. Et l'ours qui a la capacité d'arriver où il veut sur un scénario à Maelstrom, donc il suffit que Gorulf ou Saruman soit pas arrivé forcément au bon endroit ou soit en difficulté. Donc on a l'ours qui peut permettre d'arriver avec 3 points de puissance et toute la troupe qui l'emmène avec lui, quoi. Donc c'est pas mal. Pour conclure rapidement, c'est une armée très polyvalente qui peut faire face à beaucoup de situations, et Saruman en couteau suisse pour venir embêter l'adversaire, assurer des combats de l'Urs ou de Gorulf, etc. Donc une armée assez intéressante pour nous. On va maintenant passer à la deuxième liste, qui est une grosse alliance verte iconique du film du Hobbit. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, donc c'est une alliance entre les Halls de Thranduil, Erebor réclamé et les survivants de la Guilde. Donc pour les fans de la bataille des 5 armées, là, vous êtes servis. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, on a Legolas sur cheval, donc qui mène une petite quinzaine d'elfes de Mirkwood. On a 2 cavaliers, donc qui sont intéressants, combat 5, donc la mobilité. On a une sentinelle, hyper intéressante, mais par contre à bien protéger. On a Glóin qui mène 11, l'un des monts de fer, plus 1 avec bannière. On a Dwalin sur bouquetin qui mène 2 de ses compères et en dernière troupe, donc on a un capitaine de la milice de Laqueville avec 12 Laqueville, 4 avec arc et 8 avec lance. Donc une armée, pareil que tout à l'heure, à 44 filles. On est stable dans l'équipe pour l'instant. Voilà. Deux armées, 44 filles, avec 4 héros au lieu de 3, mais avec plusieurs menaces. Avec Legolas, Glóin et Dwalin. Bon, le capitaine, on va pas trop le compter, il est juste là pour apporter la marche. On est d'accord, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Mais par contre, après, on a de la grosse qualité avec 2 l'elfe qui apportent le combat 5, les nains qui apportent de la défense 7 en première ligne et la force 4 qui est quand même très intéressante dans cette version d'armée. Toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette armée? Le Legolas cheval, pour moi, c'est la pièce maîtresse. Donc c'est le général de l'armée. C'est à cheval, c'est une terreur. Tir de précision sur 2+, plus les 3 points de puissance. C'est juste magique pour attaquer une bannière qui est mal placée. Ça peut menacer beaucoup de choses. C'est la grosse menace à distance. C'est la menace, à la fois à distance et puis une fois que vous êtes arrivé au combat, si vous avez un héros adverse à cheval qui arrive au combat et que vous avez Legolas qui est en dehors des combats et qui peut tirer, il peut faire un tir de précision et tuer le cheval. Et si tu le cheval, si le cavalier fait pas un 6, il peut combattre mais il peut pas porter de coup. Ouais, donc c'est intéressant. Donc c'est hyper intéressant, quoi. Les elfes qui sont là pour amener le combat 5, faut à pied, donc à cheval, la sentinelle qui est pas mal, qui a une cape elfique, qui sert qu'on est caché derrière un décor, mais qui a fait à la fois un arc elfique et puis qui a ses 3 sorts, donc si on aligne cette armée là face à une armée du mal, ça peut toujours permettre de dégager un petit soutien, un petit gars dont la défense est fragile pour ensuite aller le cueillir avec Legolas, quoi. Pour rappel, donc la sentinelle a une petite flûte, donc elle peut jouer de la flûte pendant la bataille. Ou une harpe. Ou une harpe. La flûte c'est plus rigolo. Donc elle a accès à 3 chansons. Il y en a une, elle va pouvoir choisir une figurine alliée et lui faire réussir automatiquement son test de bravoure. Il y en a une qui lui permet de causer la terreur. Mais la plus intéressante, c'est celle qui permet de choisir une figurine ennemie, de lui faire passer un test de bravoure, et si elle le rate, elle le bouge de son mouvement complet. Donc pratique pour déclencher des combats héroïques, isoler une bannière, isoler une figurine un peu clé d'un objectif, etc. Un investissement assez important, parce que ça coûte quand même 25 points, mais qui permet de créer une petite désorganisation chez l'adversaire. Deuxième troupe, menée par un Glóin. Avec un duo Glóin-Dwalin. Glóin-Dwalin, voilà. C'est la délicatesse. Voilà, on fait pas un dessin. Clairement, là, c'est 2 combattants. Glóin, 3 attaques, force 4, relance les 1 et plus 1 pour blesser. Pour son arme à 2 mains sans malus. Voilà, donc c'est costaud. L'un des monts de fer, ce qui sont intéressants, c'est qu'ils ont le rôle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en phase de mouvement, ils sont bien collés, ils sont bien par 3, ils ont défense 8. Vis-à-vis des tirs en face, c'est pas pareil. La bannière, comme toute bannière, il faut la mettre avec la défense la plus élevée. Donc légitimement, elle est chez les nains.
Et Dwalin qui est là un peu en rouleau compresseur, voilà, en rouleau compresseur ou tornade. 3 attaques, force 5 sur bouquetin. C'est-à-dire qu'il peut monter à 4 attaques voilà. en charge, 8 dés pour blesser. Ici, par malheur, il se retrouve par terre. Ouais. Il a quand même droit à sa 4e attaque parce qu'il a 2 haches. Voilà, donc il est là pour nettoyer. Voilà. Donc pareil, une armée plutôt du coup assez défensive, plutôt dans des scénarios où il faut se positionner sur des objets ou rester bien compact. Elle sera quand même plutôt à l'aise. Par contre, sur un scénario de traversée, là on a que 2 cavaliers. On a du nain aussi. Le nain qui bouge que de 5, ça va être un peu compliqué. Donc les scénarios de manœuvre, ça va être peut-être un peu plus difficile pour elle. Mais après, pour le reste, elle peut encaisser quand même pas mal de choses. Attention quand même par contre à la magie. Attention à la magie, c'est clair. Après, voilà, on a Legolas qui peut permettre sur un magicien rapide de l'embêter. On a 11 points de puissance quand même, c'est pas négligeable. Donc ça peut permettre de modifier pas mal de décisions et de faire dépenser de la puissance à l'adversaire. Voilà, et puis des héros nains qui sont costauds, qu'il va falloir aller bouger au combat. Legolas qui va pouvoir protéger avec le cheval. Et le capitaine qui va amener ses gars et ça marche quoi. Ah, pour rappel, il a une lance. Hein. Il a une lance. Donc il est intéressant, deuxième ligne pour faire des élans. Le petit bémol de cette armée-là, c'est que c'est une alliance verte, mais qu'on peut pas trop profiter des différents bonus d'armée. Parce qu'il y en a un qui est centré sur Thranduil, il n'est pas dans l'armée. Il y en a un qui est centré sur Thorin, il n'est pas dans l'armée. Et Bard, pareil, absent. Donc il va pas pouvoir faire profiter de sa grosse bulle de relance. On sera comme dans le cas d'une alliance orange. C'est ça. Voilà. On attaque la 3e armée. C'est une armée pure, uniquement issue du Mordor. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, donc c'est une armée de 56 figurines, donc on va pas aller dans le détail. Mais donc le général d'armée est Goroth, qui est accompagné de 12 de ses compagnons qui sont des orques du Moranon. On a Zegdouche, lui aussi accompagné par 12 orques du Moranon. On a Carndouche, accompagné d'un tambour orc et de petits guerriers orcs et de pisteurs. Et ensuite les 2 troupes suivantes sont menées chacune par un Nazgûl qui mène lui des Númenóriens noirs, des orques du Moranon, des pisteurs et des petits guerriers orcs. Donc une grosse armée de masse qui a quand même une rapidité énorme grâce au tambour. C'est exactement. Là, du coup, elle va être très rapide, elle va pouvoir mettre la pression très facilement. En termes de héros, on n'est pas sur de l'Akali, quoi. On n'est pas sur de l'Akali. Mais on est sur du nombre. On est sur du nombre, on est sur de la puissance. Voilà, c'est un peu le thème de l'armée, c'est du nombre, des dés, quoi. On essaye de passer en force, en multipliant les jets de dés. On a quand même pas mal de contrôle avec les 2 petits Nazgûl, 2, 7, 1. Donc ils peuvent quand même faire un peu de magie pour bloquer les gros héros adverses. On va dire que 2 Nazgûl vaut mieux que 1 parce que on est sûr au moins de paralyser un héros ou de le contraindre pour aller le grignoter au corps à corps. Carndouche qui apporte un gros soutien, on va dire, aux troupes grâce à sa frénésie. Donc la terreur en face ou la démo, on est plutôt à l'aise, si on arrive à être démoralisé. Hein. Ouais. On a quasiment que de la défense 6 en première ligne et en seconde ligne. Mais bon, il a un peu copié Saruman avec sa petite boule de feu. Voilà. Il est même meilleur parce qu'il la balance à 3+, alors que Saruman est à 5+. Hein. Quel papa dans cette histoire. C'est ça. Donc il apporte quand même une autre pression aussi psychologique pour éliminer une petite bannière grâce au Nazgûl s'il la contraint, ou une figurine clé sur un objectif, etc. Il y a quand même une sacrée menace. Et après on a quand même 2 héros combattants, Goroth, Zegdouche, qui ont 2 ou 3 attaques, un force 5, l'autre peut passer à force 5 s'il sacrifie un point de défense. Donc il y a quand même un peu de menace au corps à corps et des frappes. Voilà, on a passer des caps intéressants. Le général est plutôt safe, il a la règle où en cas de blessure, si c'est sa dernière blessure sur un 2+, il sacrifie un copain à côté de lui, donc d'où l'intérêt d'avoir des petits orques à côté. Goroth et Zegdouche, on la frappe, donc c'est intéressant, ça permet de parfois se sortir de situations un peu compliquées si les Nazgûl n'ont pas forcément réussi à paralyser en face, quoi. Carndouche, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plein de petits orques à côté de lui, des pisteurs notamment. Ça te permet, en cas de si sa volonté est abaissée, de regagner un des 3 points de volonté avant le jet d'initiative. Donc ça permet de refaire des petites boules de feu à gauche ou à droite, c'est intéressant. Ouais. Et par contre, il faudra juste faire gaffe au niveau des mouvements avec les Nazgûl qui du coup suivent pas le tambour. C'est ça. Mais bon, ils ont la marche. On a la petite troupe de ça reste quoi qu'il arrive des héros de soutien, de toute façon ils seront derrière, donc voilà, faudra juste faire attention, quoi. On a aussi la petite troupe de Númenóriens qui pourra pas trop suivre parce qu'il y a quand même 6 Númenóriens. Ils sont là pour apporter un peu de qualité et sécuriser un flanc, parce que mine de rien ils ont quand même combat 4, la terreur
Donc ça peut être aussi compliqué d'aller les charger s'ils n'ont pas, ce qu'il faut. Donc là, on va dire que c'est une armée qui est quand même très forte sur les scénarios objectifs, parce que bon, à 56 figues, vous serez forcément au-dessus de votre adversaire. Les scénarios de combat, ça peut être un peu compliqué en fonction de celui qui tombe, parce que s'il y a beaucoup de blessures à faire par les héros ou les choses comme ça, bah, ça peut être compliqué. Mais bon, il y a quand même assez de nombre, on peut absorber des pertes et tout en faire autant à l'adversaire, on peut avoir un sacré match, mais si on tombe sur une armée full tir, ça peut être compliqué parce que le full tir peut prendre pas mal d'avance et après on peut avoir un peu de mal à rattraper ça. Et les scénarios de manœuvre. Les scénarios de manœuvre, on est relativement tranquille, on n'a pas parlé, on a 11 points de puissance dans l'armée. Effectivement, les scénarios où il va y avoir du fond de table, on va être un peu en difficulté, il va falloir courir quoi. Mais il y a moyen de casser la distance avec le tambour. Il y a moyen de casser effectivement la distance avec le tambour. C'est clair que le scénario où il faut faire le plus de morts avec le général, il va falloir réussir à contrer le général adverse. Et dans le scénario où il faut faire le plus de morts, bah là on perd un handicap parce qu'on offre potentiellement 56 cibles à notre adversaire, quoi. Pour moi, il y a quelques faiblesses de l'armée, quoi. Il en faut. Mais... Après, le gros bonus, c'est que normalement on devrait profiter du bonus du Mordor, qui est plus 1 en bravoure, qui va être surtout utile sur les Núménoriens, à tous les guerriers de l'armée, et la relance des 1 pour blesser au combat. Donc là, ce qui est quand même vraiment cool, quoi. Vu le nombre de dés qu'on aura, on fera forcément des 1. Donc, avec la force 4, ça peut être vraiment pas mal pour blesser. Alors on attaque maintenant la 4e liste, donc on reste dans le Mordor. Étrange. C'est une armée pure également, mais avec beaucoup moins de figues. Bizarre. Est-ce que tu peux nous la dire, s'il te plaît? Donc avec Razgouch en général, qui mène une nuée de chauves-souris, 2 wargs des ombres, et puis des guerriers orques armés de lances, boucliers, et puis la bannière de l'armée. Deuxième troupe constituée de Gorbag, qui mène 5 Núménoréens noirs et 5 orques du Morano avec lance bouclier. On a une troisième troupe avec un Nazgûl, avec 2 points de puissance, 2 points de volonté et un point de destin en plus du profil de base, qui mène des Núménoréens noirs et des orques du Morano avec lance et bouclier. Quatrième troupe, on a un capitaine orc sur warg avec bouclier. C'est la menace de l'armée, qui mène là aussi l'élite de l'armée, 6 pistes orques et un rôdeur de Morgul. Et en 5e troupe, on a le sénéchal noir, tout seul sur son ombrellet. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc tout seul dans sa troupe, au moins il est tranquille. C'est ça. Donc là, on est quand même sur un autre principe de liste, peut-être une liste plus classique du Mordor, avec du Nazgûl, du Núménorien noir en ombre, soutenu par du Morano, avec au final 5 troupes, avec la petite nouveauté qui est sortie l'année dernière, Razgouch. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus pour ceux qui Razgouch, qui est héros de valeur, qui a force 5, défense 6, 7 pardon. 3 attaques, 3 points de vie, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 1 point de destin. C'est un peu le pendant de Gothmog, mais en fait il est général du Nord, donc il est censé aller se battre après contre les nains d'Erebor qui sont menés par Dane, avec ses poteaux les orientaux, quoi. Il a la capacité donc d'apporter à la liste la nuée de chauve-souris et les wargs des ombres, donc ça permet d'apporter une figurine avec la règle vol et plusieurs points de vie. Beaucoup de mobilité. Les wargs des ombres qui sont aussi sympas sur les flancs, qui permettent donc de contourner ou alors de charger sans avoir la visibilité, donc ça c'est intéressant. Par contre la contrepartie c'est qu'il peut mener que des guerriers orques classiques, donc pas d'orques du Morano. Après ça permet d'avoir des petits guerriers orques avec lance en second rang. Mais il est intéressant de par son rang pour éviter d'avoir par exemple ici l'ombrellé en général. Parce que bon, généralement, l'ombrellé, on a envie d'y aller, on a envie de faire des combats avec. Surtout avec le combat 6 du Sénéchal, ça rend quand même la menace assez importante. Et ça va pouvoir apporter la nuée de chauve-souris, ce qu'on ne l'a pas encore présenté. Enfin, vous la connaissez déjà, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les listes, on va dire, un peu compétitives. Elle va permettre en fait de diviser par 2 le combat des figurines ennemies auxquelles elle est au contact socle à socle. Donc on voit tout de suite qu'avec le Sénéchal combat 6, ça combote plutôt bien. Vous aurez forcément la meilleure valeur de combat, parce que si l'autre monte avec sa frappe combat 10, divisé par 2, combat 5. Donc ce qui est vraiment plutôt cool. Après, en termes de héros, on a quand même 2 Nazgûl pour apporter un gros contrôle magique, des paralysés à gogo, des contraintes, détruire les ténèbres s'il faut éliminer une figurine ennemie bien précise. Razgouch et Gorbag
vont pouvoir permettre d'apporter la frappe héroïque, qui est quand même assez importante pour pouvoir surpasser le combat 5 voire 6 des héros adverses, surtout s'ils sont paralysés. Le capitaine qui vient apporter la petite marche et un petit ward pour créer une petite menace supplémentaire, toujours en combattant avec la nuée de chauve-souris, si on en a pas besoin avec l'ombrellé, assez facilement, quoi. Oui, et puis donc on a le sénéchal noir en dernière troupe qui a aussi la capacité de faire effet bannière. Pour les guerriers seulement, c'est intéressant, ça permet d'avoir l'effet bannière en plus de la bannière qu'on a déjà. Donc de vraiment couvrir toute la ligne. Et puis ouais, l'intérêt de la liste c'est d'avoir donc race-gouche générale, ça permet de décharger un peu l'ombrellé et la laisser plus libre. Ouais. Et pas attirer toute l'attention de votre adversaire sur l'ombrellé, quoi. C'est ça. Il va devoir diviser un peu ses ressources là-dessus. En termes de trous, c'est extrêmement classique. La dizaine de Numénoriens qui apporte le combat 4, qui combattent bien avec les Nazgûl parce qu'ils causent la terreur. Le Nazgûl fait -1 sur la bravoure. Les orques du Moranon qui sont là pour apporter la force 4, pour avoir un peu de facilité pour blesser. Et les fameux pisteurs qu'on ne présente plus. Toujours rentable, toujours efficace. Toujours là au tir ou au combat, hein, parce qu'ils sont souvent sous-estimés. Et puis là, on a une petite surprise avec le rôdeur de Morgul, qui est là, surtout avec la cape elfique, pour tenir un objectif assez sereinement. Donc une liste, alors les objectifs, ça va être un peu compliqué, parce que bon, il n'y a que 40 figurines, c'est dans la moyenne basse, on va dire, des listes. Mais bon, on va se concentrer sur 3 objectifs. En termes d'élimination de ressources, elle va être très bonne aussi, parce qu'il y a quand même 2 magiciens, un monstre, des héros quand même, comme on dit, répondant un peu au combat. Donc pour éliminer les héros et les choses comme ça, elle va savoir le faire. Sur les scénarios de manœuvre, peut-être un peu plus compliqué, parce qu'elle a quand même que 4 figurines, 5 figurines assez rapides. Ouais. Mais les wargs des ombres, ça peut voler très vite, hein. C'est 1 point de vie et défense 4. La nuée de chauve-souris avec le capitaine et le sénéchal, c'est les vraies menaces entre guillemets rapides. Mais le sénéchal, on va peut-être pas pouvoir le sortir tout de suite de l'armée ou des choses comme ça. Ça dépend si on chope sur Seize de Price, on peut le sortir. Oui, c'est ça. Mais sur un reconnaissance, on a peut-être moins envie de le sortir rapidement, quoi. En effet. Qu'est-ce que tu en penses en termes de scénario? En termes de scénario, c'est assez complet. On a la vitesse, on a un général qui peut quand même taper assez fort, en plus soutenu par 2 Nazgûl, donc ça peut permettre de calmer les héros adverses. En termes de troupes, on est assez quali, hein. On a de la terreur, on a de la force 4, on a de la défense 6 partout en première et deuxième ligne quasiment, sauf exception avec des pisteurs et des guerriers orques. Voilà, on a Gorbak qui a la capacité de monter à 3 attaques et combat 5 s'il va chercher 2 gars, donc ça peut être intéressant pour faire un petit trou, quoi. 12 points de puissance, aussi intéressant, quand même pas mal, hein, vis-à-vis des listes qu'on a pu voir. Saruman tout à l'heure qu'on avait 9, là on a 3 points de plus. Ça apporte de vraies options stratégiques dans l'armée pour faire des élans, pour faire des frappes. On voit que le capitaine, s'il a pas besoin de faire de marche, il va faire des élans. Le Nazgûl va pouvoir garder sa puissance pour la magie. Le seul hic entre guillemets de cette liste, c'est que bon, le sénéchal sur ombrellé, c'est pas le même impact qu'un roi sorcier sur ombrellé. Il a que 2 points de puissance, donc c'est vrai qu'il faut pas l'épuiser trop vite. Et puis après, là c'est sûr, là si une armée avec des anciens de siège ou avec beaucoup de tirs, si on prend quelques morts très rapidement dans la partie, on va avoir du mal à revenir et combler le trou, quoi. Maintenant, l'ultime liste de notre équipe. On continue dans le Mordor, mais cette fois-ci, ça va être avec une alliance jaune avec les habitants sombres de Mirkwood. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Alors, on a le roi sorcier, donc, qui est général de l'armée, qui est sur ombrellé avec la couronne de Morgul, avec 3 points de puissance, 4 points de volonté et 3 points de destin, qui mène des Numénoriens noirs et une flopée d'orques. On a en deuxième troupe donc Guritz, maître des réserves, qui lui aussi mène des Numénoriens noirs et des orques. En troisième troupe, on a un Nazgûl à pied, avec 2 points de puissance, 2 points de volonté et 1 point de destin additionnel à son profil de base, qui mène des Numénoriens noirs et des orques. Et en dernière troupe, donc on a la reine des araignées, qui mène une nuée de chauve-souris et 2 wargs des ombres. Ouais, donc une liste assez similaire que la précédente, mais qui va être beaucoup plus agressive grâce au roi sorcier et notamment la reine des araignées. Voilà, exactement. La liste donc présente 2 monstres, avec la capacité de faire des attaques brutales, des monstres avec du mouvement. Alors un peu différent, on a un héros avec vol et on a un héros qui se déplace en ignorant les terrains difficiles. Voilà, donc la capacité, c'est créer de l'inconnu chez l'adversaire et le surprendre là où il va faire une erreur, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que la reine des araignées, c'est quand même...
Elle apporte en plus dans sa troupe énormément de mobilité avec les deux wargs et la nuit de chauve-souris qu'on a vu tout à l'heure déjà. Ouais. Mais la reine des araignées, en plus, elle apporte quand même beaucoup de possibilités. Est-ce que tu peux nous les présenter aussi? Alors ce qu'elle peut faire? Elle a l'araignée, une créature monstrueuse qui permet de renverser quand elle charge la cavalerie. Elle a donc 3 points de puissance. Elle a la frappe héroïque et la défense héroïque. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes pas bien, vous pouvez vous protéger. Donc ça veut dire que l'adversaire peut vous blesser que sur un 6 naturel. Ouais, intéressant. Donc, vu sa défense 4, ça peut être très intéressant. Alors, en plus, elle a un profil de base assez intéressant avec combat 6, force 6 et 2 attaques plus 1 en charge. Exact. Et il y a la règle du venin. Exactement. La règle du venin qui vous permet de relancer tous les jets qui n'ont pas blessé. Et petit bonus additionnel, avec ses 3 points de volonté, elle peut décider de créer 3 nuées de petites araignées qu'elle peut faire popper à 3 pouces d'elle et qui ensuite peuvent se déplacer à nouveau. Donc dans un scénario où il faut contourner, traverser la table ou chercher les objectifs, c'est parfait que vous pouvez amener votre reine à 1 pouce de l'adversaire, faire popper les araignées, les déplacer et ensuite venir bloquer votre adversaire avec la reine. Quoi. Elle apporte tellement d'options stratégiques que c'est une unité quand même très aimée pour les tournoyeurs, etc. Mais elle a quand même, comme tu as dit, une défense 4, donc c'est-à-dire qu'à la moindre erreur, elle peut sauter parce qu'elle a que 3 points de vie et 0 points de destin. Donc il faut quand même faire très attention avec elle, elle pardonne vraiment pas les erreurs. Ça se paye cash là, donc, voilà. Donc s'il y a un Legolas en face, c'est vrai que c'est compliqué. S'il y a de la magie en face aussi, pareil. Les sorts, Sorcereuse Blast ou les traits des ténèbres ou même les boules de feu, ça peut quand même entamer la reine et la rendre très fragile. Une contrainte bien placée, ça peut l'embêter. Après bon, c'est une armée extrêmement classique du Mordor. On a Guritz qui est là pour apporter son bonus, donc plus 1/-1 sur les scénarios à Maelstrom. Donc ça peut être intéressant avec les 2 monstres pour sauter sur l'adversaire si c'est pas bien déployé. La différence de l'armée d'avant, c'est que par contre, on a le général qui est le roi sorcier. Ouais, son statut de héros de légende qui va être la cible pour l'adversaire. Après voilà, en termes de magie, donc il y a la couronne qui lui permet d'avoir une relance gratuite pour résister à un sort, et donc il a la frappe, donc ça va lui permettre de se protéger ou alors de créer de la menace. Ouais. Puis bon, t'as quand même 3 points de destin aussi. J'ai 3 points de destin aussi, ouais. Donc en fait, soit tu vas jamais donner les points de généraux, soit tu vas les donner. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Et donc un petit Nazgûl derrière pour dépanner éventuellement le roi sorcier s'il est en mauvaise posture, ou bien pour avoir tout simplement 2 magiciens qui nous permettent de neutraliser quasiment à coup sûr un héros adverse menaçant, quoi. Donc pareil, là, dans les scénarios à élimination, éliminer les héros adverses, c'est génial, hein. La reine, le roi sorcier, beaucoup de contraintes possibles, etc. Donc il y a quand même énormément de choses à faire. Quand même 42 figurines, qui est un nombre quand même assez sympa, hein, dans une armée à 800 points. Donc il y a quand même moyen de tenir ses objectifs, de bien avancer. Puis quand même assez de mobilité du coup avec la reine pour aller bloquer les archers en face, par exemple s'il y a quand même pas mal de tirs. Avec ses nuées, elle peut empêcher à 2, 3, 4 tireurs, en fonction de comment il est positionné, de tirer. Donc assez polyvalente pour les scénarios. Beaucoup de défense 6, ça va être solide. Après voilà, sur une armée full tireur, on va pas être en super bonne posture. On a Guritz qui a la marche, mais bon, on va quand même essuyer les pertes. On a 11 points de puissance, donc avec 2 héros qui ont la frappe. Et puis 2 héros qui peuvent vraiment aller faire beaucoup de dégâts au combat, donc les combats héroïques peuvent être intéressants à faire. Donc on vient de terminer la revue de ces listes. On va passer maintenant un peu une petite question de réponse comme on avait fait avec Quentin. Donc toi Corentin, après 3 ans sans ETC entre guillemets, à cause du Covid, qu'est-ce que tu attends de cet événement? Tout simplement donc retrouver un tournoi compétitif à l'international avec des vraies équipes et des joueurs très performants. Voilà, typiquement l'Angleterre 1, ça va être très compliqué. Ça va être un beau challenge. Ça va être un beau challenge. Une belle revanche à prendre, parce qu'on l'avait affronté à Poznan. Exactement. Il va falloir représenter un peu et puis ouais, alors il y a des nouveaux pays, je crois. Ouais, il y a pas mal de nouveaux pays. Il y a l'Irlande qui ramène 3 équipes, donc va aussi permettre de découvrir des nouveaux joueurs irlandais. D'habitude, ils ont une équipe. Et ils ont quelques représentants à l'Ardacon. Et puis voilà, retrouver un tournoi avec 24 équipes. On n'est jamais monté avec autant d'équipes, je crois. Non, parce que la dernière c'était 18. Ouais, 18. Donc beaucoup d'équipes. Et puis
puis voilà. Ouais, puis l'ambiance du tournoi, etc. Voilà. Parce que toi, t'as l'habitude. T'as fait deux ETC en équipe 1, un ETC en équipe 2. Bon, là, en équipe 3. C'était avant le Covid. Avant le Covid. Le Covid est passé par là. Mais donc, on a l'habitude, t'as l'habitude sur ces événements-là, et puis il y a quand même une bonne ambiance. On a hâte, je pense globalement, ouais, de retrouver cette compétition. Quoi. Surtout que là, en plus, on n'est pas en équipe 1, donc on va pas avoir la pression justement, on va travailler pour eux pour essayer de ralentir l'Angleterre 1, mais après derrière on sait que ça va pas être forcément nous les favoris. Non, mais on va être là en tant que trouble fait. C'est ça. Donc on va pouvoir prendre du plaisir et s'amuser avec nos listes peut-être plus calmement quoi, et moins stressés. Il y en aura, mais voilà, on va être le facteur X de la France quoi. Exactement. Sur la construction des listes, sur l'esprit d'équipe, est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement comment ça s'est passé quoi? Ouais, bien sûr, sur la construction des listes, on a des joueurs qui étaient, très axés sur un thème d'armée. Ça permet d'éliminer tout de suite des profils qu'on aurait pu se partager, où on aurait pu se batailler pour se l'accaparer quoi. Exactement. Très très fluide, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec des listes, voilà, des listes qui ont fait leurs preuves et des héros très polyvalents. Il n'y a pas eu trop de disputes au final sur les héros. Non, il y a eu une discussion concernant un héros qui peut apporter son petit grain de sable partout quoi. Voilà. Où est-ce qu'on place le roi sorcier, dans quel Mordor, Gorbag, Gurit, voilà. Comment on les répartit dans les listes. Cardouche aussi. Parce que Cardouche aussi, ouais, pouvait apporter sa petite boule de feu un peu partout. Et sa frénésie, donc voilà, mais globalement ça s'est fait très rapidement, on a bien sectorisé les listes et voilà quoi. Dernière petite question, si tu dois donner un petit prono sur le placement final de l'équipe 3. Compliqué à dire parce que Angleterre 1 on sait ce que ça vaut, Angleterre 2, Écosse 2. On ne sait pas. Et là où de la poule, on devrait terminer deuxième si on est bon. Voilà. Je pense qu'on va quand même perdre des points sur l'Angleterre. L'Angleterre, on va perdre des points, c'est sûr. Et la World Team, pareil, c'est l'inconnu quoi. C'est la surprise. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va aussi dépendre de est-ce qu'on a beaucoup de listes tireurs, est-ce qu'on va avoir beaucoup de listes avec les balistes Urukai. Ça c'est la menace parce qu'on n'a pas de bloqueur de tir. Il y a des choses que tu crains ou des choses que tu ne crains pas du tout d'ailleurs sur la liste. Ce que je crains c'est la liste des balistes Urukai avec les bombes. Où là clairement ça va pas une partie, on va s'amuser quoi. Ah non. Voilà, les listes tombent sur un full tir avec un scénario où il faut traverser ou un scénario où le gars peut faire du fond de table toute la partie quoi. A priori on a pris 4 bannières, 5 bannières du coup. Donc logiquement sur Lord of Battle il va pas faire un coin de table. Non c'est vrai mais voilà, c'est pas des parties qui sont plaisantes. Après on sait que quoi qu'il arrive, peu importe l'armée qu'on va prendre, on a toujours ce risque là face à nous quoi. Voilà, on a fait le choix aussi de pas mettre de bloqueur de tir. Ouais. On a des armées qui peuvent absorber le tir, on pense aux nains, on pense à la horde. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas mis de bloqueur de tir. Parce qu'en mettre un, ça sert à rien, on ne bloquera rien. Voilà. Et si on veut vraiment bloquer une liste full tir, il faut mettre au moins 3 bloqueurs de tir, donc c'est-à-dire le Seigneur des Ombres, Gandalf. Après le troisième, c'est vrai qu'il n'est pas évident à trouver. Il y a Galadriel, mais avec son air, c'est pas évident. Círdan, pareil, avec son statut de héros mineur, pas facile à allier. Et puis une armée full Rivendell, il faut savoir la jouer. Voilà, c'est pas facile à jouer. Après, il nous reste la Lothlorien, avec le Galadriel normal, entre guillemets. Et pareil, faut trouver la bonne alliance et avoir l'habitude de la jouer. C'est ça. Ce qui n'est pas trop notre cas dans notre équipe. On a plutôt des spécialistes de nos armées. Allez, un petit prono quand même, il faut se mouiller. On en a parlé tout à l'heure, mais moi, une première moitié de tableau, ça serait pas mal, je pense. Voilà, on part avec du solide en première partie face à l'Angleterre, donc on va y laisser des plumes. Qui sera en plus notre dernière partie de la journée, il me semble. C'est la dernière partie de la journée? C'est la dernière partie de la première journée. Donc il va pas falloir se manquer au démarrage, et puis en fonction de notre classement, il va falloir voir les miettes qu'on va récupérer en deuxième journée. On sait que la Pologne, ça va être compliqué. Ouais, mais après on peut être en sous-marin aussi. Parce que c'est une ronde suisse, au final il y a une journée de poule entre guillemets la première journée, mais c'est juste pour simplifier les appariements. Après c'est un système de ronde suisse qui au final court sur tout le long du tournoi. Donc même si on fait, on va dire, une égale, ou au mieux
ou une défaite, on va dire, mineure contre l'Angleterre, on peut quand même rester un peu en sous-marin et éviter les grosses nations il est clair lors de la deuxième journée. Voilà. Quoi. Il suffit qu'on fasse en fait mieux que nos adversaires face à l'Angleterre. Voilà. Et qu'on fasse pas n'importe quoi face à nos autres adversaires. Et puis après, la deuxième journée, ça va être du bonus, quoi. Ça va être du plus, et on va essayer de défendre notre bout de gras comme il faut. Quoi. Et toi, ton objectif? Moi, un petit premier tiers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 24 équipes. Ça fait, si je dis pas de bêtises, top 8. Ouais, top 8. Donc top 8, ça serait pas mal. Bon, après, moi, je suis toujours un peu ambitieux. On a quand même 2 joueurs aguerris à l'ETC. On a Romain qui a les dents longues, qui a envie de prouver avec son armée qu'il peut faire quelque chose. Et sa maîtrise de la langue anglaise. C'est ça. Là, il va falloir un peu travailler un peu là-dessus, mais bon, une fiche de vocabulaire, c'est facile. Puis Joachim aussi, qui a quand même qui a l'expérience et qui manie assez bien son armée. Donc. Son armée qui va pouvoir nous permettre aussi de bloquer certaines listes ou d'embêter un peu notre adversaire là-dessus. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose, quoi. Il est temps pour nous de conclure cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous aimez notre contenu. C'est très important pour nous encourager à continuer. Comme je vous ai dit, ce sont des épisodes il y aura 3 épisodes spéciaux liste TC pour vous présenter les listes. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos listes au format de 500, 600 et 800 points. Et avec Aloïs ou avec d'autres intervenants, on vous fera un plaisir de les analyser, de vous présenter ces listes-là. Et puis, c'est l'heure de vous dire à la prochaine. Salut! Salut!